Bon, nous avons fini ici avec la partie du code. Donc ici, nous avons fini avec le code. Vous allez voir, voici la fonction de test. En fait, voici l'architecture du réseau de neurones qui est utilisée dans la fonction de test. Maintenant, nous allons procéder au test et à la comparaison. On va procéder au test, c'est-à-dire on va compiler le code, on va voir les résultats. Et avec un peu de chance, je vais vous montrer le projet Python que j'avais réalisé. On va voir la différence au niveau des performances. Donc ici, nous sommes dans le terminal pour compiler le code. Donc, on va d'abord effacer ce qui se passe là. Vous allez voir comment la compilation se passe. Donc, je vais faire cargo run. Donc, ici, là, pour la compilation, déjà, nous avons ce message de bienvenue qui ne manque pas. Après, ici, nous avons aperçu des données. Ouais. Ici, là, nous avons quoi? Division des données et tout, ouais. Ce sont les étapes. Création des fenêtres temporelles, ouais. Ça, ce sont les étapes toujours. Des tests, même chose. Ici, nous avons l'architecture du réseau de neurones. OK. Donc, voici l'architecture qui vous a affiché. On a entrée 1, 10 réseaux de neurones, architecture relou, poids 10. Entrée 2, 10 réseaux de neurones, architecture relou, poids. Donc, on n'a pas besoin de lire tout cela. Ici, là, quand nous lançons l'entraînement, nous avons ce processus-ci. Vous pouvez entendre comment la machine tourne. Ça veut dire qu'en fait, les réseaux de neurones aussi font tourner, en fait, on va dire, grattent beaucoup les CPU. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous allons voir dans l'entraînement des réseaux de neurones profonds, on voit ce que vous disiez tantôt, voici les épauches. Les épauches ici, on va dire quoi? C'est les vagues d'entraînement, si on va dire ça comme ça. Dans la première vague, nous avons 100. Nous avons le loss. Le loss ici, c'est un peu comme l'erreur. Et le loss, c'est 0,3333. En fait, ce sont les nombres, je ne parviens pas à bien lire. C'est 0,14503. Donc, le loss ici, rassurez-vous, ça ne va jamais dépasser 1. Donc, toute cette valeur loss, ce sont des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Ils ne seront aussi pas négatifs. Donc ici, nous avons d'abord, ils nous disent que le modèle est sauvegardé dans le fichier financial data.json. Ici, là, la démonstration en temps réel. Il nous donne le fichier source des données. Dernière date connue. La dernière date connue, ce sont des données de 2025 en tout cas. Donc, ce sont des données qui sont assez récentes. Et je rappelle ici que les données qu'on a utilisées dans ce projet sont des données réelles pour une vraie entreprise. Ce ne sont pas des données sur Kaggle ou bien sur, je ne sais pas, sur un site de données. Et ici, nous avons le besoin le besoin pour la prochaine est de, ici, un peu, je crois qu'il y a un problème au niveau de la prédiction ici. Le moins ici ne devrait pas être là. Et le test supplémentaire, test 1, le besoin. On dit le loss financier de. En fait, on va d'abord regarder les pourcentages. Prédiction relative. Ici, là, nous sommes à, je vais dire, 68%. Donc, le modèle à 68% des temps va donner une bonne réponse. Je pense ici, ce n'est pas la prédiction. Ici, c'est la différence entre l'encaissement et le décaissement. Parce que si vous regardez ici dans les données, si vous regardez ici dans les données ici, là, on a les dates, on a les opérations, on a encaissement, on a décaissement. Donc, l'entreprise essaye de prédire ici, là, combien les clients peuvent décaisser. Et à chaque fois, on fait la différence entre ces deux-là. Et c'est la différence là qui nous donne, en fait, le besoin. Vous voyez un peu. Donc, le besoin ici est négatif. C'est-à-dire que on peut se retrouver aussi avec un besoin négatif. Et j'ai remarqué un truc sur les données que j'aimerais vous en parler. Regardez les derniers besoins des données. Les derniers besoins des données sont à 11 millions, sont autour de 11 millions. Ça veut dire quoi? Le modèle dit ici que le modèle dit ici que le besoin est de environ 6 millions. Ça veut dire que le modèle à 109% dit vraiment la réponse parce que là-bas, on se rend compte qu'ils ont un gap. Donc, le gap, c'est la différence entre l'encaissement et le décaissement qui est de plus de 15 millions. Je vous ai montré les données. Les dernières données ont été à plus de 15 millions. Mais ici, le modèle nous dit que la prédiction du jour suivant, ça sera environ 6 millions et autres. Donc, c'est un peu ça. Ici, maintenant, on a les prédictions relatives à l'entraînement, prédictions relatives aux tests. Voilà. Les tests ne sont que 8% normal. Les données des tests sont assez. C'est pas petit. Ici, on va dire que modèle chargé .json, prédiction. Voilà, c'est le même nombre qui réapparaît ici. Ici, on a dit que le réseau de neurones entraînés sur des réseaux réels avec succès. Ici, on a l'architecture. Donc, c'est un peu ça. Bon, je ne sais pas si je vais retrouver le dossier sur lequel j'avais fait le même projet avec Python.
Je vais un peu regarder ça rapidement. Si je ne trouve pas, on sera obligé de couper la vidéo comme ça. Elle ne sera pas très longue. Donc, on va regarder ces données-là. Hmm. Je ne trouve pas ces données-là. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne trouve pas ces données-là. Mais je pense que quand j'ai entraîné le modèle avec Python, on était autour de 50%. 50, 53, 55. Qu'est-ce que ça vous coûte en termes de ressources ou en termes de gains quand vous faites un réseau de neurones comme ça avec Rust? Déjà, vous avez la rapidité. Ici, le réseau de neurones compile en, où est le nombre de secondes. Le réseau de neurones compile pratiquement en 0,4 secondes. Donc, de ce que je vois. Voilà. Le réseau de neurones compile en 0,47 secondes. Donc, la compilation complète du code et le lancement prend 0,47 secondes. Vous voyez, c'est hyper rapide. Pour un réseau de neurones qui travaille dans la prédiction, on est là sur plus de 1000 lignes, ça veut dire que plus de 1000 individus, ou bien plus de 1000 jours sur lesquels on travaille. Et après cela, on a peut-être, je vais dire, on a encore après à attendre 10 secondes. Ça veut dire qu'autour, pour faire cette prédiction, le modèle nous prend 10 secondes. Je vous rassure, avec Python, j'étais autour de 2 minutes. J'étais autour de 2 minutes avec Python, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute 30. Presque, disons, 3 minutes. Quand j'ai essayé un XGBoost modèle sur Python, j'étais à presque 3 minutes. Donc, je pense qu'avec Rust, le gain de temps est énorme. Le défi de performance est encore assez énorme. Je parie que si je diminue les données d'entraînement pour ajuster les données de test, pour ajuster les données d'entraînement à, disons, à 700 individus, ou bien 700 jours, on pourrait facilement atteindre 70%. Ça veut dire que là, le modèle va se tromper juste 30% de fois. Et là, le modèle n'est pas quand même mal pour un modèle de série temporelle. Donc, c'était un peu tout pour cette vidéo. Le but, c'était de vous montrer qu'on peut faire des projets en fait, de toute nature, que ce soit l'intelligence artificielle ou du web avec Rust, et le faire et faire cela bien. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Vous-même, vous pouvez voir, les résultats sont assez corrects, assez, on va dire, assez propres, et le réseau en soi est assez bien fait. Donc, vous pouvez avoir le code dans le GitHub, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez.